Ils sont causés par les choses que nous laissons passivement glisser, par le silence que nous justifions et par l'immense potentiel que nous enterrons en prétendant qu'il s'en sortira tout seul plus tard. C'est là que les stoïciens avaient vu tout juste. Ils ne s'obsédaient pas pour les pires scénarios dans le seul but de générer de l'anxiété. Ils pratiquaient une discipline mentale beaucoup plus profonde connue sous le nom de premeditatio malorum, la préméditation des maux. L'objectif n'était pas de catastrophiser, mais de se préparer. Il s'agissait de lancer des simulations dans l'esprit, non pas de ce à quoi ressemble le succès, mais de ce à quoi ressemble le déclin si vous choisissez d'ignorer ce qui doit être fait. Ce n'est pas du pessimisme, c'est d'une honnêteté totale. Cela exige de regarder clairement la vérité de ce qui se passe si vous laissez la peur dicter le rythme de votre vie, et si vous laissez l'indécision ronger lentement la structure même de qui vous êtes en train de devenir. Sénèque a écrit une phrase célèbre disant que ce n'est pas que nous disposons d'un temps de vie court, mais que nous en gaspillons une quantité massive. Il ne parlait pas de distraction triviale ou de faire la fête. Il pointait directement du doigt quelque chose de bien plus insidieux. Gaspiller son temps par une profonde passivité mentale, en attendant que la vie se règle magiquement d'elle-même. La vie ne vous offre pas la clarté comme un cadeau. La clarté se révèle exclusivement à travers le mouvement vers l'avant. Plus vous restez figé dans la pause, plus votre confiance se corrode activement. Non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que la clarté est intrinsèquement liée à l'élan. Chaque jour où vous évitez une décision difficile, celle-ci devient plus lourde et non plus légère. Nous aimons imaginer qu'éviter une conversation difficile préservera la paix, ou qu'ignorer un pressentiment persistant nous fera gagner du temps. Mais la paix achetée par l'évitement n'est que louée, elle n'est jamais possédée. Tôt ou tard, l'échéance arrive, et elle se présente presque toujours sous la forme d'un profond regret. Non pas le genre de regret bruyant et dramatique, mais l'érosion quotidienne et silencieuse de savoir que vous n'avez pas bougé quand vous l'auriez dû. C'est la prise de conscience que vous avez laissé glisser quelque chose de profondément important juste un peu trop longtemps, et qu'il est désormais définitivement hors de portée. Carl Jung a déclaré que ce à quoi vous résistez non seulement persiste, mais grandit activement en taille. L'évitement entraîne toujours un coût cumulé. Il ne fiche pas un problème en toute sécurité, il le nourrit. Le silence devient le sol fertile dans lequel vos doutes les plus profonds prennent racine. L'hésitation devient une invitation ouverte pour que des priorités moindres prennent le contrôle total de votre vie. Pendant que votre moi supérieur attend patiemment au seuil, la vie continue sans lui, non pas comme une punition, mais comme une conséquence directe. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un qui se précipite constamment. Ce n'est pas le but. Le but est d'apprendre à simuler avec précision non seulement le danger du mouvement, mais aussi le danger aigu de rester immobile. Vous devez vous demander honnêtement. Astérisque, qu'est-ce qui dépérit quand je retarde? Astérisque, à quoi est-ce que je donne une permission implicite de grandir simplement en ne m'en occupant pas? Astérisque, quel genre de personne suis-je en train de devenir en ne faisant absolument rien? Parfois, la clarté ne ressemble pas à une soudaine et belle révélation. Elle ressemble à un bilan brutal. C'est la prise de conscience que votre évitement n'a jamais été neutre. Il façonnait activement toute votre vie en arrière-plan. Le poids immense que vous pensiez éviter était en fait juste en train de se déplacer vers une autre partie de votre âme. Une partie qui finit par chuchoter dans les moments de silence absolu. Tu sais exactement ce que tu aurais dû faire. Une fois que vous voyez cela clairement, vous gagnez instantanément du pouvoir. Dès lors, vous pouvez commencer à choisir votre inconfort judicieusement. Vous pouvez choisir l'inconfort temporaire de la conversation difficile ou l'inconfort permanent du silence persistant. Vous pouvez choisir l'inconfort de prendre un risque ou l'inconfort écrasant de regarder le temps effacer votre véritable potentiel. Il n'existe aucun chemin disponible qui soit complètement exempt de poids. Il y a seulement la question de savoir quel poids vous voulez porter, et quel poids finira par vous briser avec le temps si vous prétendez qu'il n'est pas là. Les esprits les plus affûtés ne pensent pas seulement à ce qui pourrait bien se passer, ils calculent méticuleusement la corrosion à long terme de l'évitement. Ils imaginent ce qu'ils deviendront s'ils continuent à reporter, à réprimer et à espérer que la clarté arrivera magiquement avant qu'ils n'agissent. La clarté réelle est le résultat direct de l'action, jamais son prérequis. Elle ne vient pas lorsque vous savez absolument tout, mais lorsque vous avez traversé le brouillard assez longtemps pour comprendre véritablement ce qui compte. Alors, ne vous demandez pas seulement « Que se passera-t-il si je fais cela ?» Vous devez également vous demander « Que se passera-t-il si je ne le fais pas ?» Laissez cette seconde question résonner fortement dans vos décisions. Qu'elle vous rappelle que l'immobilité peut être une arme puissante lorsqu'elle est consciemment choisie, mais une prison étouffante lorsqu'elle est adoptée par défaut. Qu'elle vous rappelle que le silence peut être sacré, mais qu'il peut aussi être un bouclier derrière lequel vous cachez votre vérité. Vous n'êtes pas ici pour éviter toute douleur. Vous êtes ici pour choisir explicitement la douleur qui mène à la croissance, pour choisir l'inconfort qui aiguise votre tranchant, et pour vous rappeler que si la plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps infini, la vraie clarté commence au moment exact où vous comprenez le peu de contrôle que vous avez réellement sur lui. C'est là le véritable cadeau de la premeditatio malorum. Non pas la peur, mais la prévoyance. Non pas l'anxiété, mais une force immense.
Non pas attendre que le regret vous instruise, mais préparez votre esprit pour que le regret n'ait absolument aucun espace pour grandir. La prochaine fois que vous vous surprendrez à hésiter, prenez un moment de calme. Visualisez pleinement qui vous devenez si vous ne faites rien. Visualisez la conversation qui n'aura jamais lieu, la décision qui ne sera jamais prise et le rêve qui ne respirera jamais. Ensuite, demandez-vous non pas seulement de quoi vous avez peur en agissant, mais de quoi vous avez peur en ne devenant pas. En fin de compte, la clarté ne concerne pas seulement ce que vous pouvez voir. Elle concerne ce que vous êtes véritablement prêt à affronter. Parfois, la chose la plus claire que vous puissiez faire est d'arrêter d'attendre le moment parfait et de commencer à bouger avant que le coup de votre immobilité ne devienne totalement permanent. Section 3. L'audit interne, démanteler les croyances empruntées. Nous grandissons en collectionnant les idées comme des galets, assez petits pour être transportés facilement et assez lisses pour être acceptés complètement sans poser de questions. On vous dit d'être gentil, alors vous acquiescez et vous l'absorbez. On vous dit que le pardon est une vertu, alors vous le portez comme une armure. On vous dit que vous faire passer en premier est intrinsèquement mal, voire honteux. Finalement, ces croyances deviennent un bruit de fond, si constant et si familier que vous oubliez complètement de vous demander d'où elles viennent à l'origine. Mais la vraie clarté ne concerne pas seulement ce que vous pensez, elle concerne pourquoi vous le pensez. Une si grande partie de ce que nous appelons fièrement nos valeurs personnelles ne nous appartient pas. Elles sont empruntées, héritées et systématiquement récompensées en nous. Vous agissez d'une certaine manière, et quelqu'un applaudit. Vous remettez quelque chose en question, et quelqu'un fronce les sourcils. Lentement et silencieusement, vous vous adaptez, non pas à la vérité, mais à l'approbation. Ce avec quoi vous vous retrouvez n'est pas une conviction authentique, c'est un conditionnement social. Ce n'est pas une boussole fiable, c'est une laisse. C'est là que la véritable distorsion commence. Chaque décision que vous prenez, chaque ligne que vous tracez et chaque limite que vous ne parvenez pas à fixer sont filtrées directement à travers un système de croyances que vous n'avez jamais pris la peine de remettre en question. La boucle du conditionnement. Slogan hérité, choix filtré, perte de clarté personnelle, dépendance à l'approbation. Astérisque, sois gentil, disent-ils. Mais gentil envers qui? Et à quel coût personnel? Astérisque, pardonne toujours. Mais cela inclut-il ceux qui n'ont jamais reconnu les dégâts qui l'ont causé? Astérisque, ne sois pas égoïste. Connaissez-vous une seule façon de grandir qui ne vous demande pas, à un moment donné, de vous faire passer en premier? Le monde adore façonner votre esprit avec ses idées. Non pas parce qu'elles servent votre bien le plus élevé, mais parce qu'elles vous rendent beaucoup plus facile à gérer. C'est précisément pourquoi les stoïciens ne se concentraient pas uniquement sur l'action extérieure. Ils se concentraient intensément sur la pratique de l'audit interne. Ils croyaient qu'il fallait dépouiller impitoyablement chaque idée qui n'était pas profondément ancrée dans la raison objective. Épictète affirmait qu'il ne fallait pas seulement dire que l'on avait lu des livres, il fallait montrer par ses actions que l'on avait appris à penser différemment. En d'autres termes, n'héritez pas simplement des croyances. Disséquez-les, défiez-les et interrogez agressivement leur origine comme si vous étiez la seule personne responsable de votre propre esprit, parce que vous l'êtes. Carl Jung a poussé ce concept encore plus loin. Il nous a explicitement averti que la majeure partie de notre prétendue moralité n'est pas du tout choisie consciemment. Elle est absorbée passivement depuis le collectif, des parents, des enseignants, des leaders religieux et même des publicités médiatiques. Une fois qu'elle a pris racine en vous, elle s'adresse astucieusement à vous avec votre propre voix. C'est exactement ce qui la rend si unique et dangereuse. Une idée qui ne vous sert pas vous donne toujours l'impression d'être votre propre pensée authentique. Mais elle ne l'est pas. C'est un parasite psychologique déguisé en sagesse ancienne. À moins que vous ne ralentissiez pour vous demander « D'où vient cette croyance? Qui sert-elle réellement ?» Vous continuerez à vivre votre vie comme une simple réaction au design de quelqu'un d'autre. Parfois, la question la plus puissante que vous puissiez poser est simplement « À qui profite le fait que je crois cela? À qui profite le fait que je ne parle jamais? À qui profite le fait que je supprime constamment mes propres besoins? À qui profite le fait que je passe ma vie entière à m'excuser d'exister? » Souvent, la réponse n'est pas noble du tout, elle est purement stratégique. Quelqu'un, quelque part, profite directement de votre confusion continue, de votre culpabilité profonde et de votre silence complaisant. Plus vous laissez cette voix interne sans contestation, plus elle s'enracine profondément dans vos choix quotidiens. La vraie clarté commence lorsque vous réalisez que même les croyances les plus nobles en apparence peuvent être détournées en outils de contrôle. Astérisque, sois humble, peut facilement être manipulé en « reste petit ». Astérisque, pardonne, peut facilement devenir « tolère des abus continus ». Astérisque, aime inconditionnellement, peut muter en « accepte des mauvais traitements perpétuels ». Les mots en eux-mêmes restent exactement les mêmes, mais leur utilité fonctionnelle change radicalement selon les mains qui les tiennent. C'est pourquoi votre audit interne doit être absolument impitoyable, non pas cynique, mais incroyablement précis, non pas haineux, mais profondément discernant. Vous ne vous rebellez pas juste pour le plaisir de le faire lorsque vous remettez en question les idées qu'on vous a remises. Vous revenez à vous-même.
Vous déclarez « Je ne porterai plus de croyances qui exigent que je trahisse ma propre santé mentale. Je n'appellerai pas cela une vertu de m'abandonner. Je n'appellerai pas cela de la moralité que de tolérer l'intolérable. Et je n'appellerai jamais cela de la gentillesse si cela me dépouille activement de ma clarté. » C'est là le basculement ultime. Vous cessez d'être un simple écho de votre environnement et vous commencez à devenir le véritable architecte de votre esprit. Vous choisissez vos valeurs de la même manière qu'un maître artisan choisit ses outils. Non pas parce qu'ils ont été transmis par des ancêtres, dont certains se sont trompés, mais parce qu'ils sont exceptionnellement tranchants, fondamentalement honnêtes et absolument nécessaires pour le travail à accomplir. Quand vous faites cela, tout change. Soudain, vous n'êtes plus épuisé à essayer de vous conformer à des idées artificielles qui ne correspondent pas à votre vraie nature. Vous n'êtes plus tiraillé dans 10 directions différentes par un sentiment de culpabilité qui n'a jamais été le vôtre. Vous commencez à parler avec une plus grande clarté. Vous vous tenez plus droit. Vous dites non sans une once de honte. Votre vie n'est plus construite sur des slogans empruntés. Elle est fermement ancrée dans une vérité minutieusement examinée. Vous choisissez toujours d'être gentil, mais jamais lorsque cela vous coûte votre voix. Vous choisissez toujours de pardonner, mais pas lorsque cela exige que vous reniez votre propre douleur. Vous vous souciez toujours profondément des choses, mais ce n'est plus un acte performatif. Ce n'est plus fait parce que quelqu'un vous a dit un jour que votre valeur dépendait entièrement de la capacité à vous faire petit. C'est cela que signifie véritablement prendre la paternité de ses croyances. Non pas tout rejeter aveuglément, mais le choisir à nouveau les yeux grands ouverts, votre force complètement intacte et votre clarté totalement inébranlable. La prochaine fois que vous ressentirez cette pression interne ou ce pilotage coupable dans vos décisions, faites une pause et demandez-vous, est-ce que cela m'appartient? Ai-je choisi cette croyance avec une clarté totale, ou en ai-je hérité simplement parce qu'elle rendait quelqu'un d'autre plus à l'aise? Vous devez de vivre selon un esprit qui soit véritablement le vôtre. L'alternative est de passer votre vie à marcher sur des chemins que vous n'avez pas choisis, à défendre des valeurs que vous n'avez jamais personnellement examinées, et à sacrifier votre paix intérieure pour une approbation qui ne dure jamais. La clarté n'arrive pas toujours comme un flash soudain de lumière. Parfois, elle se présente sous la forme d'une question brûlante qui déchire le brouillard. Quand elle apparaît, ne la fuyez pas. Asseyez-vous avec elle. Laissez-la démonter les vieilles histoires, laissez-la démêler les voies conflictuelles et laissez-la faire place nette pour quelque chose de réel. Quelque chose que vous avez choisi avec une conscience totale et pure. En fin de compte, rien n'est plus dangereux qu'une croyance que vous ne saviez pas planter en vous, et rien n'est plus puissant qu'un esprit qui remet tout en question jusqu'à ce que seule subsiste la vérité absolue. Section 4. La clarté en mouvement, l'illusion de l'hyperpenseur. Nous vivons dans un monde où l'acte de penser est fréquemment confondu avec l'acte de faire. Les gens s'asseyent dans des cafés avec des journaux remplis d'objectifs élaborés, de cartes mentales complexes, de réflexions profondes et de plans de vie codés par couleur. Ils écoutent une demi-douzaine de podcasts par semaine sur la productivité, l'optimisation et la maîtrise de soi. Ils réfléchissent à l'infini, analysent la moindre émotion et décortiquent chaque interaction humaine sous 1000 angles différents, essayant désespérément de résoudre la vie comme s'il s'agissait d'une équation mathématique. Pourtant, malgré toute cette gymnastique mentale intense, absolument rien ne change. Ils hésitent toujours, ils doutent encore et ils se sentent complètement bloqués. Pourquoi cela se produit-il? Cela arrive parce que la clarté sans action n'est qu'une autre forme de délire. Le penseur chronique porte la clarté comme un costume. Il croit sincèrement que comprendre profondément un chemin est exactement la même chose que le parcourir. Mais la clarté dans la pensée n'est que la ligne de départ. La véritable transformation exige de la clarté en mouvement, et c'est une bête complètement différente. Le spectre de la croissance. Pensée, confort, théorie, stagnation. Égal agir. Inconfort, réalité, élan. La pensée se produit dans un confort absolu. L'action exige un inconfort profond. L'action vous demande d'être exposé, de risquer l'échec public et d'affronter une résistance intense. Pas seulement dans le monde, mais profondément en vous-même. Vous pouvez facilement vous convaincre que vous progressez simplement parce que vos pensées semblent de plus en plus intelligentes. Mais tant que vos pieds ne bougent pas réellement, votre vie reste complètement stationnaire. C'est là que tant de gens se retrouvent piégés, dans l'illusion confortable qu'une réflexion supplémentaire finira par générer plus de clarté. Il vient un moment précis où vos réflexions deviennent simplement des excuses bien répétées pour l'évitement. Vous continuez à disséquer la même idée, à revisiter la même hésitation et à tourner autour de la même décision. Chaque boucle rend la peur sous-jacente un peu plus forte et votre volonté personnelle un peu plus faible. Vous n'avez pas besoin d'un autre modèle mental. Vous avez besoin de mouvements physiques. Carl Jung a déclaré un jour que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Il existe un fossé silencieux mais incroyablement profond entre le soi que vous imaginez dans votre tête et le soi que vous vivez réellement dans la réalité. Plus ce fossé est laissé de côté, plus vous vous sentirez anxieux, plein de ressentiments et fragmenté.
La clarté d'esprit doit être rigoureusement testée par la réalité de l'expérience. Sinon, elle reste de la théorie pure, jolie, polie et entièrement impuissante. Ce qui arrête la plupart des gens n'est pas un manque d'information ou la confusion. C'est la peur qui porte le masque astucieux de l'analyse. C'est le perfectionnisme déguisé en préparation. Vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt parce que vous voulez être complètement certain. Vous voulez éviter de commettre des erreurs. Mais la clarté ne garantit pas l'exactitude. Il ne s'agit pas de prédire un résultat impeccable. Il s'agit de s'aligner fermement sur vos valeurs fondamentales, vos priorités distinctes et la direction que vous avez choisie, puis d'avancer en totale intégrité avec celle-ci. Il y a une liberté étrange et libératrice qui émerge lorsque vous passez l'envie que chaque décision soit parfaite, et lorsque vous lâchez enfin l'illusion que les erreurs vont d'une manière ou d'une autre vous détruire. En vérité, c'est la stagnation qui vous ronge, jamais le mouvement. Vous pouvez facilement corriger le tir une fois que vous êtes en mouvement actif, mais vous ne pouvez pas corriger une trajectoire que vous n'avez jamais commencée. La seule véritable erreur est de laisser le désir désespéré de certitude vous maintenir figé dans la pensée. Parfois, l'acte de clarté le plus puissant disponible est un pas à l'aveugle dans l'inconnu. Un pas qui pourrait être faux, pourrait sembler maladroit et pourrait même échouer lamentablement, mais il brise le schéma gelé. Il vous transforme instantanément d'observateur passif en participant actif de votre propre vie. Vous cessez d'être un critique de vos possibilités et commencez à en être un bâtisseur concret. C'est exactement de là que vient la vraie confiance. Non pas de savoir tout à l'avance, mais de savoir que vous allez répondre, vous ajuster et grandir quel que soit le résultat final. Même les anciens stoïciens comprenaient cela profondément. Ils n'ont jamais été des philosophes passifs de salon. Ils étaient des acteurs, des guerriers de première ligne et des hommes d'État actifs. Marc Aurèle a écrit ses réflexions non pas pour théoriser sur l'univers, mais pour se rappeler d'agir, d'endurer et de rester juste face au chaos. L'esprit n'a jamais été un endroit où se cacher du monde. C'était un endroit pour s'y préparer. Le véritable champ de bataille de la vie était toujours là-bas, dans la réalité, jamais dans une rumination sans fin. Il y a une honnêteté brute qui n'émerge que lorsque vous passez à l'action. Vous arrêtez de spéculer sur qui vous êtes et vous commencez enfin à le prouver. Vous arrêtez de deviner ce qui compte et vous commencez à le découvrir par vous-même. Chaque décision que vous prenez aiguise votre clarté interne. Chaque faux pas vous enseigne quelque chose de profond que vos pensées seules n'auraient jamais pu découvrir. Lentement, à travers l'expérience directe, vous construisez un soi qui n'est pas seulement conscient, mais complètement incarné. C'est là le grand piège. La fausse croyance qu'un peu plus de pensée finira par vous rendre sans peur. Ce ne sera pas le cas. La seule chose qui fait perdre son pouvoir à la peur est un mouvement constant. Une clarté qui ne mène absolument nulle part est juste un moyen habile de rester en sécurité, confortable et petit. Votre vie n'a jamais été censée être vécue dans la salle d'attente tranquille de votre propre esprit. Vous ne penserez jamais votre chemin vers une réalité complètement différente. Vous devez bouger. Astérisque dites les mots difficiles point. Astérisque fixez la limite ferme point. Astérisque postulez pour cet emploi point. Astérisque mettez fin au cycle toxique point. Astérisque lancez le projet point. Asterisco dites la vérité brute. Astérisque présentez-vous même lorsque vos mains tremblent. Si tout va de travers, et alors? Vous avez appris. Vous avez grandi. Vous vous tenez maintenant à un niveau plus haut dans votre compréhension ultime. Non pas parce que vous avez pensé davantage, mais parce que vous avez choisi d'agir malgré tout. Penser clairement est puissant, mais agir clairement est entièrement transformateur. Il faut un réel courage pour traduire ce que l'on sait dans ce que l'on fait réellement, pour aligner son monde intérieur avec son comportement extérieur et pour risquer l'imperfection au nom d'une intégrité absolue. C'est là que vit la vraie clarté, non pas dans des pensées pures et intouchées, mais dans une action ciblée et courageuse. Si vous réfléchissez depuis des jours, des semaines ou peut-être même des années à un changement que vous savez pertinemment devoir faire, considérez ceci. La pensée la plus claire du monde est totalement inutile si elle ne sort jamais de votre tête. Ne laissez pas votre sagesse pourrir dans l'obscurité. Donnez-lui vie, même si elle tremble, même si elle trébuche et même si vous n'êtes pas tout à écrit sur qu'elle soit parfaite. La vérité est que la clarté ne s'approfondit qu'après avoir bougé. Le brouillard se dissipe lorsque vous marcherez physiquement à travers lui, jamais lorsque vous attendez qu'il disparaisse. Un penseur peut brillamment expliquer le chemin, mais seul un homme d'action peut le parcourir, et seul un marcheur devient vraiment libre. En fin de compte, la clarté ne concerne pas seulement la qualité de votre pensée, elle concerne la profondeur de votre vie. Arrêtez d'attendre. Commencez à devenir. Laissez vos actions quotidiennes exprimer la vérité que votre esprit connaît déjà. Section 5. Intégrer la douleur, extraire la sagesse de l'inconfort. La douleur a une façon unique de se manifester juste au moment où nous pensons avoir enfin compris les choses. Elle interrompt nos vies, elle embarrasse notre fierté et elle nous dépouille complètement de notre fragile sentiment de contrôle. Dans cet inconfort brut, la plupart des gens se tournent instinctivement vers une distraction immédiate, un déni total ou un engourdissement émotionnel. Ils traitent la douleur comme un bug systémique,
quelque chose dont il faut s'échapper le plus rapidement humainement possible. Mais la vraie clarté ne vient jamais de l'évitement de la douleur. Elle vient de son intégration. Elle vient du fait de la regarder droit dans les yeux et d'exiger « Que essaies-tu de m'enseigner ?» La plupart des gens parviennent à survivre à leur douleur sans jamais prendre le temps de l'étudier. Ils traversent des peines de cœur, des échecs intenses et des rejets brutaux, mais ils ne digèrent jamais vraiment ces expériences. Ils ne parviennent pas à extraire les vérités fondamentales qui y sont ancrées. Au lieu de cela, ils passent à autre chose aussi vite que possible, espérant aveuglément que le prochain chapitre ne piquera pas autant. Une blessure non examinée est simplement une leçon répétée. Carl Jung a souligné un jour que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez simplement le destin. Une douleur qui n'est pas profondément comprise ne s'en va jamais vraiment. Elle se cache. Elle s'infiltre dans vos décisions futures, elle résonne dans vos relations actuelles et elle façonne discrètement votre destin tout entier sans que vous en ayez conscience. Il y a un pouvoir tranquille et immense à se tourner directement vers la chose même qui vous a blessé, non pas pour la revivre indéfiniment, et non pas pour vous y complaire de manière improductive, mais pour l'étudier comme s'il s'agissait de données brutes, comme un retour direct de la vie elle-même. Lorsque quelqu'un vous rejette, cela pique. Mais sous cette piqûre se cache un signal puissant. Peut-être pointe-t-il directement vers un schéma malsain que vous n'aviez pas remarqué. Peut-être révèle-t-il une vieille blessure qui a secrètement motivé votre comportement dépendant. Ou peut-être vous rappelle-t-il simplement que votre valeur n'était jamais censée être externalisée chez une autre personne en premier lieu. Quoi qu'il en soit, le rejet devient une information précieuse, jamais votre identité profonde. La même règle s'applique exactement à l'échec. La plupart des gens l'évitent à tout prix. Mais l'échec, lorsqu'il est méticuleusement étudié sans l'interférence de l'ego, est l'un des plus grands clarificateurs connus de l'humanité. Il dépouille complètement vos illusions. Il vous montre exactement ce qui ne fonctionne pas. Il vous force à affronter des hypothèses profondes que vous n'aviez jamais pensé à remettre en question auparavant. C'est la raison précise pour laquelle les stoïciens n'ont jamais fui la souffrance, ils l'ont activement utilisée. Ils l'ont transformée en carburant. Ils considéraient les erreurs non pas comme des preuves définitives d'une insuffisance personnelle, mais comme une partie obligatoire du raffinement structurel. Le monde moderne nous apprend constamment à soigner soigneusement notre image publique, à toujours donner l'impression que nous gagnons sans effort. Connaissez-vous une seule clarté qui provienne d'une performance externe? Elle provient d'une réflexion interne profonde. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous paraissez impeccable aux yeux des autres. Il s'agit d'être profondément honnête avec vous-même sur ce qui est actuellement brisé. Voici le retournement de situation ultime. Plus vous affrontez votre douleur directement, moins elle détient de pouvoir émotionnel sur vous. Ce qui déclenchait autrefois une honte intense devient progressivement un symbole fier de résilience. Ce qui apportait autrefois un lourd silence parle désormais avec une profonde sagesse. Vous n'avez pas besoin de diffuser votre douleur au monde entier. Vous devez simplement cesser de la cacher à vous-même. Intégrer la douleur ne signifie pas la romantiser. Cela signifie l'utiliser. Cela signifie reconnaître que vos blessures passées ne vous disqualifient pas pour une croissance future. Elles sont la raison même pour laquelle vous êtes capable de grandir. Une cicatrice n'est jamais un signe de faiblesse. C'est la preuve définitive d'une guérison profonde. C'est la preuve que vous avez survécu. Mais survivre ne suffit pas. Vous devez comprendre exactement ce à quoi vous avez survécu, et pourquoi. C'est précisément là que commence la véritable maturité émotionnelle. Non pas en prétendant que vous n'avez jamais été blessé, mais en n'étant plus possédé par la blessure. Vous pouvez reconnaître une trahison profonde sans devenir une personne amère. Vous pouvez ressentir une profonde déception sans abandonner complètement vos objectifs. Vous pouvez porter votre douleur sans infecter les personnes qui vous entourent. C'est cela la vraie force. Non pas l'absence complète d'émotion, mais l'intégration magistrale de celle-ci. Sénèque a déclaré que les difficultés renforcent l'esprit tout comme le travail physique renforce le corps, et il le pensait littéralement. Lorsque vous cessez de considérer la douleur comme un détour ennuyeux et commencez à la reconnaître comme une partie essentielle du chemin lui-même, tout change. Vous arrêtez d'avoir peur de l'inconfort. Vous arrêtez de sursauter chaque fois que la vie remet en question vos illusions actuelles. Au lieu de cela, vous commencez à écouter attentivement, à regarder de près et à apprendre continuellement. La douleur frappera toujours à votre porte. Vous ne pouvez pas vivre une vie pleine et significative sans la rencontrer. Mais c'est à vous de décider exactement du rôle qu'elle va jouer. Va-t-elle contrôler vos choix depuis les ombres de votre subconscient, ou va-t-elle devenir quelque chose de sacré, quelque chose que vous avez mérité le droit de transformer en sagesse? Le miroir du passé, dépasser la réaction. Que signifie se comporter avec grâce? La clarté s'approfondit chaque fois que vous extrayez un principe fondamental de votre passé. Lorsque vous vous arrêtez et demandez « Qu'est-ce que cette expérience a vraiment révélé sur moi ?» Vous cherchez plus qu'une simple suite d'événements. Vous examinez comment vous avez réagi, ce que cela a déclenché en vous et ce que cela a exposé de votre caractère. Le passé est un miroir, pas une cage, mais il ne fonctionne comme un miroir que si vous osez y regarder sans ciller.
Quand vous arrêtez enfin d'essayer d'effacer vos blessures et que vous choisissez plutôt de construire avec elles, quelque chose de puissant se produit en vous. Astérisque, vous devenez nettement moins réactif. Astérisque, vous perdez ce besoin désespéré de validation extérieure. Astérisque, vous avez moins peur des fins parce que vous avez déjà affronté la douleur face à face et appris à parler sa langue. Vous transformez la douleur, d'intrus indésirable, en enseignant formateur. Ce faisant, vous devenez quelqu'un de véritablement solide, quelqu'un qui plie sous la pression mais refuse de rompre. Il y a une dignité calme et indéniable chez quelqu'un qui a affronté une douleur intense mais a choisi de rester doux. Quelqu'un qui a connu de profondes déceptions mais ne s'est pas fermé au monde. Quelqu'un qui porte des souvenirs qui piquent encore, mais qui refuse fermement de les laisser empoisonner le moment présent. C'est cela, le vrai travail. Il ne s'agit pas de prétendre que la douleur n'existe pas. Il s'agit de s'assurer qu'elle est pleinement intégrée à ce que vous êtes, plutôt que de la lisser sous le personnage que vous essayez de projeter au monde. Ce processus n'est pas facile. Il exige du temps, il requiert du silence et il impose une honnêteté inconfortable, celle qui serre la poitrine. Mais cela en vaut totalement la peine. Lorsque vous effectuez cette profonde excavation intérieure, en mettant les vieilles blessures en lumière, vous cessez enfin d'être contrôlé par elles. Vous n'avez plus besoin de prouver sans cesse que vous êtes fort. Vous l'êtes, tout simplement. L'approche stoïcienne. La prochaine fois que la vie vous déséquilibre, faites une pause. N'essayez pas seulement de survivre à l'instant. Étudiez-le. Demandez-vous ce qu'il révèle sur vos attentes, votre identité et vos attachements. Utilisez-le. C'est exactement ce que fait un vrai stoïcien. Il n'évite pas le feu. Il le traverse et en ressortent plus clairs, plus calmes et beaucoup plus dangereux dans leur sérénité. En fin de compte, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont réussi à éviter la douleur. Ce sont celles qui ont fait la paix avec elle, l'ont intégrée à leur philosophie personnelle et l'ont laissé approfondir leur compréhension plutôt que de rétrécir leur cœur. Ce genre de clarté ne peut pas vous être arraché parce qu'il n'a pas été construit dans le confort. Il a été forgé dans les endroits exacts que la plupart des gens fuient. Développer une vision en strates. La plupart des gens réagissent à la vie comme si elle défilait en avance rapide. Ils courent d'un événement à l'autre, se précipitent d'une décision à une autre, prenant à peine le temps d'examiner le contexte ou les conséquences à long terme. Tout devient immédiat, tout semble urgent. Mais la clarté ne vit pas dans l'urgence. Elle vit dans la profondeur. Elle s'épanouit dans la capacité de faire une pause, de prendre une respiration délibérée et de se demander non seulement ce qui se passe en ce moment, mais ce qui se cache en dessous, derrière et bien au-delà. Penser clairement ne consiste pas à voir plus. Cela consiste à voir à travers. Lorsqu'un événement se produit, qu'il s'agisse d'une insulte, d'un échec ou d'une opportunité soudaine, la plupart des gens s'arrêtent directement à la surface. Ils réagissent à l'instant immédiat, comme si cet instant était tout ce qui existait. Sous cette surface, pourtant, se trouvent des strates distinctes. Les strates de l'expérience, ce qu'elles représentent. La strate émotionnelle, ce que l'on ressent dans le présent immédiat. La strate sociale, comment les autres pourraient interpréter ou percevoir la situation. La strate stratégique, ce que la situation signifie pour demain, la semaine prochaine et l'année prochaine. La strate morale, comment la situation s'aligne ou entre en conflit avec vos valeurs fondamentales. Penser avec une vision en strate, c'est la discipline stricte de remarquer toutes ces dynamiques avant de choisir d'agir. Carl Jung a écrit un jour: tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. C'est là l'essence même de la vision en strate. Cela signifie voir une remarque impolie non pas simplement comme un acte de manque de respect, mais comme le reflet direct de la lutte interne de quelqu'un d'autre, ou comme un miroir soulignant votre propre hypersensibilité. Ce n'est pas de la suranalyse, c'est de la pensée en profondeur. C'est le refus catégorique de laisser l'évidence vous aveugler face au subtil. La plupart des gens ne perçoivent que l'évidence. Nous faisons défiler les titres et formons instantanément des opinions rigides. Nous entendons le ton de la voix de quelqu'un et supposons immédiatement son intention. Nous recevons un message et sautons direct aux conclusions. Mais le monde est rarement aussi simple. Les penseurs les plus clairs sont rarement les plus bruyants ou les plus rapides de la pièce. Ce sont ceux qui se sont entraînés à s'asseoir inconfortablement avec la complexité, à digérer pleinement l'information avant de décider et à résister aux besoins constants de certitude rapide. Ce sont ceux qui demandent constamment « Qu'est-ce qui m'échappe ici ?» Ralentir comme un acte de rébellion. Ralentir est un acte de rébellion totale dans un monde complètement accro à la vitesse. Pourtant, ralentir reste le seul moyen de voir réellement ce qui se passe autour de vous. Pour penser clairement, vous devez zoomer en arrière. Vous devez vous demander comment ce moment singulier s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large. Vous devez reconnaître que chaque décision que vous prenez résonne et fait écho. Astérisque, reconnaissez que le silence d'aujourd'hui peut activement protéger votre paix de la semaine prochaine. Astérisque, reconnaissez que partir maintenant peut créer l'espace nécessaire pour quelque chose de plus aligné plus tard. Astérisque, reconnaissez que la retenue sur le moment peut vous valoir un respect bien plus profond à long terme. Les gens confondent fréquemment la rapidité avec l'intelligence,
mais c'est la profondeur qui change complètement la donne. La profondeur est ce qui vous permet de dire « je comprends vraiment cette situation », au lieu de simplement y réagir. Elle vous donne de la prévoyance. Elle vous offre des options. Elle vous donne une forme de pouvoir qui n'est ni bruyante ni tape à accent grave l'œil, mais profondément stable. Ce genre de pouvoir ne peut pas être facilement retiré parce qu'il n'a pas été construit sur une base d'impulsivité. La vision en strat signifie entraîner votre esprit à cartographier les conséquences avant qu'elles n'arrivent. Cela signifie évaluer non seulement ce que quelqu'un a fait, mais pourquoi il l'a fait. Cela signifie regarder non seulement ce à quoi ressemble une opportunité aujourd'hui, mais ce qu'elle pourrait devenir sous une pression intense. Cela exige d'analyser non seulement ce que vous ressentez, mais ce qui a créé ce sentiment en premier lieu. Et de vous demander ensuite si la réaction que vous vous apprêtez à offrir s'aligne avec la personne que vous essayez activement de devenir. Ce type de pensée exige une pratique immense. Au début, cela peut sembler complètement contre nature, presque comme si vous analysiez trop tout. Mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous commencez à poser des questions entièrement différentes. Vous arrêtez de vous laisser piéger par les émotions. Vous commencez à remarquer les schémas chez les gens et dans les situations beaucoup plus rapidement. Vous apprenez à anticiper, à ressentir et à interpréter correctement. Plus important encore, vous apprenez à maintenir un espace sacré entre le stimulus et la réponse. Cette pause précise est l'endroit où vit la clarté. Maîtriser la pause. Lorsque vous pensez avec une vision en strat, vos actions deviennent entièrement intentionnelles. Vous arrêtez de tomber dans vos anciens schémas répétitifs. Vous ne faites pas seulement ce qui fait du bien sur le moment, vous faites ce qui est juste. Vous ne dites pas seulement ce qui est le plus facile, vous dites ce qui est nécessaire. Vous ne poursuivez pas simplement ce qui se trouve être disponible. Vous poursuivez ce qui est vraiment aligné avec votre but. Soudain, la vie commence à sembler nettement moins chaotique. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous n'êtes plus gouverné par ce qui est immédiat. Imaginez un scénario où quelqu'un vous insulte en public. Un penseur superficiel réagit instantanément par la colère, la défensive et des représailles immédiates. Un penseur en strat, en revanche, ralentit activement l'élan. Il voit la profonde insécurité qui motive l'insulte. Il remarque les gens qui regardent l'interaction. Il calcule le coût à long terme d'une réaction émotionnelle. Il réalise que choisir le silence à cet instant pourrait lui valoir bien plus de respect que n'importe quelle réplique cinglante. En conséquence, il choisit une voie complètement différente. Non pas parce qu'il est passif, mais parce qu'il est pleinement conscient du jeu plus profond qui se joue. Cette approche ne consiste pas à se transformer en robot, ni à supprimer entièrement l'émotion de vos décisions. Il s'agit plutôt de laisser vos émotions informer vos actions sans leur permettre de les contrôler. Les émotions sont incroyablement précieuses, mais ce ne sont que des premiers jets. Les penseurs en strat éditent minutieusement avant de publier. Ils n'ignorent pas leurs réactions internes, ils les examinent méticuleusement. Ils demandent *, d'où vient vraiment cette réaction? *, qu'est-ce qui est vrai d'autre dans ce scénario? *, quel est le meilleur choix possible en ce moment? Pas seulement le plus satisfaisant. Point. Penser avec une vraie profondeur ne signifie pas que vous ferez toujours un choix parfait, mais cela garantit que vos choix seront ancrés, réfléchis et authentiques. Ce niveau de cohérence est extrêmement rare. Dans un monde entièrement guidé par la réaction aveugle, la personne qui avance avec une clarté calme devient magnétique, fiable et respectée. Ils n'y parviennent pas en parlant le plus. Ils y parviennent parce que lorsqu'ils parlent enfin, ils ont déjà écouté, et lorsqu'ils agissent, ils ont déjà réfléchi. La souveraineté mentale. Tracez la ligne. La vision en strat vous rend finalement beaucoup plus difficile à manipuler. Lorsque vous possédez la capacité de voir à travers la surface, l'appât ne fonctionne plus sur vous. Vous ne vous levez pas pour répondre à chaque petite provocation. Vous ne courez pas aveuglément après chaque opportunité passagère. Vous ne paniquez pas lorsque vos plans changent inévitablement. Au lieu de cela, vous vous ajustez, vous recalibrez et vous gardez votre vision centrale intacte. C'est cela la vraie clarté, non pas l'absence absolue de défis, mais le refus ferme d'être déformé par eux. En fin de compte, penser clairement ne consiste pas à connaître toutes les réponses. Il s'agit de savoir comment penser, savoir quand faire une pause, quoi remettre en question et à quoi faire confiance. La confiance devrait toujours se mériter, surtout lorsqu'il s'agit de vos propres impulsions immédiates. Ne faites pas aveuglément confiance à votre toute première pensée, interrogez-la. N'acceptez pas simplement ce qui semble évident, remettez-le profondément en question. Ne vous contentez pas de réagir, réfléchissez. Ce monde vous tirera continuellement vers la vitesse, le bruit et la fausse urgence. Il vous tentera de répondre rapidement, de décider à la hâte et de bouger sans réfléchir. But, vous avez le pouvoir de résister. Vous pouvez choisir de faire une pause. Vous pouvez choisir de voir. Dans cet acte de voir, vous récupérez quelque chose d'exceptionnellement rare. Votre profondeur et votre capacité innée à traverser la vie avec une vision réelle plutôt qu'avec un mouvement sans but. Cette clarté change tout.
La plupart des gens traversent la vie l'esprit grand ouvert. Non pas de manière éclairée, mais d'une manière vulnérable et complètement sans défense. Chaque voix extérieure est autorisée à entrer. Chaque commentaire trivial arrache une réaction. Chaque opinion aléatoire devient un poids lourd sur leur balance interne. Avant même de réaliser ce qui s'est passé, ils ne pensent plus par eux-mêmes. Leur esprit est devenu une propriété publique, un couloir ouvert pour chaque croyance, peur et tendance sociétale passagère. La vraie clarté, celle qui vous ancre et vous stabilise, ne vient pas d'une exposition constante. Elle vient d'une propriété stricte. Posséder son esprit ne consiste pas à se couper du monde, ni à tout bloquer pour se cacher dans l'isolement. Cela signifie être profondément discernant, sélectif et intentionnel. Cela signifie déclarer hardiment. Cet esprit est le mien. Il n'est pas à vendre, et il n'est pas aux enchères pour l'influenceur le plus bruyant, le commentaire le plus en colère ou la tendance la plus rapide. Ce genre de clarté n'est jamais passif. Il est activement gagné, appliqué et vécu. Le monde tentera chaque jour de louer un espace dans votre tête. C'est votre travail fondamental de décider exactement ce qui entre, et ce qui n'aurait jamais dû être autorisé à franchir le seuil pour commencer. Le poids de la propriété. Vous pouvez facilement ressentir quand votre esprit ne vous appartient plus vraiment. Vous devenez agité, hyper réactif et facilement influençable. Vos opinions personnelles commencent à s'aligner directement sur un algorithme. Votre estime de soi devient entièrement dépendante des boucles de rétroaction externes. Votre direction se plie à quiconque crie l'histoire la plus convaincante à votre oreille. Soudain, vous ne vivez plus votre vie, vous êtes vécu. Vous ne pensez plus, vous êtes simplement pensé à travers. Cette érosion du soi n'arrive pas avec de grands feux d'artifice. Elle est discrète, subtile et lente. Elle se déguise en compromis, en suivre le mouvement, ou en esprit moderne et ouvert. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'entendez plus votre propre voix authentique à travers tout le bruit collectif. La clarté est une ligne définitive tracée dans le sable. C'est une frontière, un refus sacré qui stipule. Personne ne peut me dire qui je suis à moins que je ne sois complètement d'accord. Cela ne signifie pas que vous refusez d'écouter les autres, ni que vous ignorez la véritable sagesse. Cela signifie simplement que vous refusez de tout absorber aveuglément. Vous ne laissez pas l'urgence frénétique de quelqu'un d'autre dicter votre calendrier personnel, et vous ne laissez pas son jugement subjectif devenir votre vérité absolue. Astérisque vous écoutez comme un gardien strict. Astérisque vous observez comme un stratège calculé point. Astérisque vous décidez avec vos deux mains fermement sur le volant point. Carl Jung a souligné avec justesse que la chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Il avait raison, car la pleine propriété signifie assumer la responsabilité absolue et entière de ce que devient votre esprit. Cela signifie ne plus blâmer les autres pour votre confusion, et ne plus pointer du doigt la culture, les critiques ou le bruit. Quand votre esprit est vraiment le vôtre, votre clarté est aussi votre propre responsabilité. C'est un poids lourd, et c'est précisément pourquoi la plupart des gens l'évitent. Il est beaucoup plus facile de suivre, il est plus facile d'externaliser sa pensée. Mais la clarté n'est pas une question de facilité, c'est une question de force, et la force exige toujours un coup. Un esprit qui n'est pas pleinement possédé passera son temps à courir après l'approbation, le statut et la distraction. Il court toujours, et pourtant il n'arrive jamais nulle part. Opérez de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque votre esprit vous appartient vraiment, un changement profond se produit. Vous arrêtez de scier. Vous arrêtez de justifier vos choix à l'excès. Vous arrêtez de vous précipiter pour expliquer vos moindres faits et gestes aux personnes qui vous entourent. Vous commencez à avancer proprement et délibérément. Dans cette stabilité, le monde perd sa capacité à vous faire dévier de votre trajectoire. Au lieu de cela, il vous regarde avec admiration trouver votre propre chemin. Ce genre de mouvement ne fait pas qu'influencer les gens. Il les inspire profondément, car la plupart des gens ont entièrement oublié ce que signifie bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne, et vous n'avez certainement pas besoin que le monde vous applaudisse. Vous avez juste besoin d'être clair. 1. Clair sur votre direction ultime. 2. Clair sur vos valeurs fondamentales. 3. Clair sur les pensées qui ont leur place dans votre sanctuaire intérieur, et celles qui ne doivent jamais franchir la porte d'entrée. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la souveraineté mentale. Dans un monde qui profite massivement de votre confusion continue, maintenir votre souveraineté mentale est l'acte de rébellion ultime. C'est se lever et dire « Je ne serai pas un autre écho sans âme. Je ne serai pas une autre marionnette pour des agendas que je ne comprends même pas pleinement. Je vivrai ma vie par dessein délibéré, pas par défaut. » Lorsque vous commencez à vivre ainsi, les distractions perdent complètement leur emprise sur vous. Les manipulateurs perdent leur influence. L'approbation publique cesse de ressembler à de l'oxygène. Vous ne jouez plus la comédie pour un public. Vous êtes pleinement présent. Vous ne devinez plus votre chemin dans la vie. Vous êtes ancré. Même au milieu d'un chaos absolu, vous pouvez instantanément revenir à votre centre parce que vous avez pris le temps d'en construire un.
Même dans les moments de doute, vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez mérité cette confiance. Non pas par un parcours parfait, mais par la pratique tranquille et disciplinée de revenir à votre vérité, encore et encore, peu importe le bruit du monde extérieur. La stratégie de l'immobilité. Posséder son esprit exige également d'apprendre à s'asseoir confortablement avec le silence. Ce n'est pas le silence froid du désintérêt, mais le silence puissant de la force intérieure. C'est la capacité durement gagnée de faire une pause sans paniquer, d'observer sans avoir besoin de réagir, et de penser profondément sans ressentir immédiatement l'urgence d'annoncer ses pensées à la cantonade. Cette immobilité est l'environnement exact où la clarté s'aiguise, où votre identité prend racine et où vos convictions se forment. Vous ne devez pas vos pensées au monde chaque fois qu'il les réclame. Parfois, l'esprit le plus clair de la pièce est aussi le plus silencieux. Lorsque vous gardez activement votre espace mental, vous arrêtez de traiter chaque opinion passagère comme une urgence absolue. Chaque critique ne nécessite pas une longue défense. Chaque invitation ne nécessite pas un oui. Chaque conflit n'est pas le vôtre. Posséder son esprit signifie savoir précisément quand s'engager et quand s'éloigner, quand parler et quand rester silencieux, quand attendre patiemment et quand avancer avec une force absolue. Ce discernement est l'endroit où la clarté respire, non pas en réagissant à tout, mais en répondant exclusivement à ce qui compte vraiment. Vous ferez encore des erreurs. Vous vous tromperez encore de temps en temps. Mais quand cela arrivera, ce sera au moins votre erreur, votre leçon et votre croissance personnelle. Il y a une immense dignité dans cette réalité. Une paix profonde et durable, à savoir que même lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, vous ne vous êtes pas trahi en chemin. Vous n'avez pas vendu votre précieuse attention au plus offrant. Vous n'avez pas agi par peur, par impulsion ou par manipulation extérieure. Vous avez agi précisément parce que vous étiez clair. Si cette clarté conduit parfois à la douleur, elle mène aussi directement à la liberté et, finalement, à une profonde sagesse. Les penseurs les plus clairs ne sont jamais ceux qui ont le plus d'informations entassées dans la tête. Ce sont les individus qui possèdent les filtres mentaux les plus solides. Ce sont ceux qui ont consciemment cessé de laisser les autres raconter l'histoire de leur vie. Ils ont réalisé que la confusion est rarement un manque de réponse, c'est une surcharge de bruit. Une fois qu'ils ont coupé ce bruit, ce qui reste n'est pas seulement du silence. C'est du pouvoir. C'est un pouvoir propre, calme et inébranlable. Le genre qui avance différemment, le genre qui ne demande jamais la permission. Réclamez votre esprit. Commencez à tracer votre ligne dans le sable des aujourd'hui. Commencez à écouter attentivement votre propre voix sous le poids lourd des attentes du monde. Commencez à vous demander. Astérisque, cette pensée est-elle réellement la mienne? Astérisque, cette peur est-elle empruntée à quelqu'un d'autre? Astérisque, cet objectif est-il même réel pour moi? Vous serez véritablement surpris de voir combien de vos croyances profondes n'ont jamais été les vôtres au départ. Combien de vos doutes ont été délibérément plantés par des gens qui ne voulaient pas que vous pensiez par vous-même. Au moment précis où vous réclamez votre esprit, vous devenez dangereux de la meilleure des manières. Vous n'êtes pas agressif et vous n'êtes pas réactif. Vous êtes centré, indépendant et clair. La clarté, une fois qu'elle est vraiment possédée, ne demande pas au monde de la suivre. Elle suit simplement son chemin et regarde qui possède la force de tenir le rythme. Vous n'avez jamais été destiné à être un prisonnier du bruit du monde. Votre esprit a été conçu sur mesure pour être un sanctuaire. Gardez-le comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Le monde ne récompense pas la voix la plus forte, ni le cœur le plus bon. Il récompense la personne qui apprend à penser avec une clarté absolue pendant que tous les autres paniquent. Il récompense celui qui planifie méticuleusement en silence pendant que les autres courent après le bruit éphémère. Vous ne montez pas au sommet par hasard. Vous montez parce que vous comprenez exactement ce qui fait bouger les gens, et plus important encore, ce qui vous fait bouger. La stratégie n'est pas seulement une compétence, c'est une façon totalement distincte de voir le monde. C'est la prise de conscience que le contrôle ne commence jamais par l'exercice du pouvoir sur les autres. Il commence, avant tout, par la maîtrise de la tempête à l'intérieur de votre propre poitrine. C'est précisément là que la plupart des gens échouent. Ils échouent non pas parce qu'ils sont intrinsèquement faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à construire un esprit qui ne scie pas, qui ne court pas après les chimères et qui ne plie pas sous la pression. Il y a une raison définitive pour laquelle les anciens stoïciens parlaient si fréquemment de clarté, de détachement et d'autodiscipline. Ils savaient que la bataille n'est jamais vraiment extérieure à vous. Elle est toujours interne d'abord. Si vous pouvez gagner cette guerre interne, si vous pouvez vous ancrer fermement dans la raison quand les autres se noient dans l'émotion, le reste du monde devient simplement un plateau que vous naviguez calmement, stratégiquement. La vraie stratégie ne crie jamais. Elle ne mendie pas l'attention, et elle ne s'annonce jamais avec fracas. Elle commence dans les coins calmes et cachés de votre esprit où personne ne regarde, où personne ne vous loue et où personne ne sait même que vous travaillez. Ce silence spécifique, celui avec lequel la plupart des gens sont entièrement mal à l'aise de s'asseoir, est le lieu de naissance exacte de la clarté. Lorsque vous vous permettez de rester parfaitement immobile et d'observer sans avoir besoin de réagir, vous commencez à voir tout ce qui échappe aux autres.
La plupart des gens passent leur vie entière à essayer désespérément d'être vus et entendus, se précipitant pour agir sans jamais savoir la vraie raison pour laquelle ils le font. Le stratège avance différemment. Vous n'agissez pas simplement parce que quelque chose se trouve vous provoquer. Vous faites une pause. Vous examinez. Vous attendez patiemment que la vérité se révèle, non pas par le bruit, mais à travers des schémas clairs et indéniables. Dans un monde qui va beaucoup trop vite pour penser, la personne qui choisit de ralentir devient automatiquement celle qui contrôle le rythme de tout le reste. Vous étudiez la vie. Vous étudiez les gens, leurs mots, leurs habitudes et leurs flagrantes incohérences. Ce faisant, vous commencez à les comprendre nettement mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Le pouvoir n'est pas toujours une question de force brute. Parfois, il s'agit de devenir si intensément conscient que votre présence même perturbe tranquillement les gens, parce qu'ils savent instinctivement que vous pouvez voir exactement ce qu'ils essaient tant de cacher. Ce niveau de perception se construit dans le noir, dans le calme, pendant que vous êtes assis seul avec vos pensées, alors que tout le monde est occupé à se distraire. C'est cela, le plan ultime. Le monde vous veut bruyant, frénétique et impulsif. Le vrai contrôle, pourtant, appartient à la personne qui sait exactement quand parler et quand rester silencieuse. Lorsque vous entraînez votre esprit de cette manière, vous arrêtez de gaspiller votre précieuse énergie pour des choses qui n'ont pas d'importance. Vous arrêtez de répondre à chaque opinion, à chaque petite provocation et à chaque inconvénient mineur, parce que vous réalisez que ce qui mérite vraiment votre attention est rare, et ce qui nécessite une réponse réelle l'est encore plus. Le stratège comprend cela profondément. Il sait que tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, parce que lorsque votre esprit est parfaitement clair, vous ne voyez pas seulement le combat directement devant vos yeux. Vous voyez 5 coups d'avance. Vous pensez comme un sculpteur, pas comme un bagarreur. Chaque mot, chaque geste et chaque décision est entièrement délibéré. Vous n'êtes pas dans le jeu pour jouer plus fort. Vous êtes là pour jouer plus intelligemment. Il y a un pouvoir calme et profond qui vient du fait de connaître vos 10 prochains coups avant même de faire le premier. Cela vous rend calme parce que absolument rien ne vous surprend. Cela vous rend discipliné parce que vous ne ressentez aucun besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Cela vous rend redoutable parce que les gens ne peuvent pas prédire votre prochain mouvement. Ils ne peuvent pas vous déstabiliser, et ils n'ont aucune idée de ce que vous pensez. Cet inconnu devient votre bouclier ultime. Lorsque vous bougez enfin, ce n'est jamais précipité. C'est précis, reflétant la manière exacte dont une tempête se rassemble silencieusement avant de frapper. Silencieuse, mais absolument certaine. Vous ne courez pas après l'élan, vous le construisez. Ce n'est pas un contrôle sur les autres, mais une maîtrise totale de vos propres impulsions, de vos peurs et de vos distractions. Marc Aurèle a écrit un jour: « Plus l'homme approche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. » Ce calme n'apparaît pas par magie. Il se forge par une discipline implacable. Il est le résultat direct de innombrables moments cachés où vous avez consciemment choisi de penser au lieu de parler, d'attendre au lieu de vous précipiter, et de regarder attentivement au lieu de réagir. Lorsque vous vivez ainsi assez longtemps, vous commencez à ressentir un changement interne massif. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'essayez plus de suivre le rythme du monde, vous décidez activement de la cadence. Vous n'essayez plus d'impressionner. Vous êtes entièrement concentré sur l'impact. La plupart des gens veulent le contrôle, mais ils n'ont jamais pris le temps d'étudier ce qu'est réellement le contrôle. Ce n'est jamais la personne la plus bruyante de la pièce. C'est celle qui comprend exactement ce qui échappe à tous les autres. Celle qui sait ce qui motive les gens, ce qui les effraie et ce qui n'iront activement. Pour y arriver, vous devez être prêt à passer du temps dans cet espace mental que personne d'autre ne veut visiter. Là où rien n'est certain, où la patience est testée, et où le silence est votre seul compagnon. Si vous pouvez y rester assez longtemps, tout change. Vous commencez à voir le monde moins émotionnellement et de manière beaucoup plus structurelle. Cela cesse d'être une question de ce qui devrait être, et devient entièrement une question de ce qui est. Vous troquez le confort contre la vision, et dans cet échange, vous gagnez quelque chose que peu d'êtres humains possèdent, le commandement total de votre propre réalité. Comme l'a dit Carl Jung, dans tout chaos il y a un cosmos, et dans tout désordre, un ordre secret. Le stratège est celui qui voit cet ordre, à la fois dehors dans le monde et profondément en lui-même. Il n'ignore pas le chaos, il le déchiffre. Il ne fuit pas la confusion, ils la traduisent. À travers ce processus délibéré, ils aiguisent leur conscience comme une lame. Finalement, vous atteignez un endroit où votre calme devient profondément déstabilisant pour les autres, où votre capacité unique à rester ancré pendant que tout le monde panique devient votre levier ultime. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance méritée. Vous commencez à faire confiance à vos instincts, non pas parce qu'ils sont des suppositions sauvages, mais parce qu'ils ont été rigoureusement entraînés dans la solitude, dans la répétition, dans l'échec et dans l'étude profonde. Vous ne courez plus après la certitude. Vous l'avez construite en vous-même, et vous opérez à partir de cette fondation inébranlable. Chaque mouvement que vous faites porte son poids, non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est intentionnel. Dans un monde construit entièrement sur la distraction, la personne qui avance avec une intention absolue devient une force imparable.
Elle est respectée parce qu'elle a réussi à se maîtriser elle-même. C'est cela, le plan silencieux du pouvoir. Ce n'est pas une simple liste de contrôle ou une tactique temporaire. C'est une façon de voir, une façon d'être et une façon d'entraîner votre esprit à fonctionner parfaitement dans un monde qui vous veut désespérément émotionnel, impulsif et perdu. Vous n'êtes pas ici pour être emporté par le bruit. Vous êtes ici pour être celui qui voit clairement, agit sagement et construit lentement. Lorsque votre fondation est profondément enracinée dans le silence, dans la stratégie et dans une compréhension profonde, vous n'avez jamais besoin de crier pour être entendu. Votre présence parle bien avant que vos mots ne le fassent. L'émotion est intrinsèquement bruyante. Elle s'élève comme une vague massive, rapide, écrasante et urgente. Elle exige une réponse immédiate, pousse à une action rapide et insiste pour que quelque chose soit dit ou fait à la seconde même. Mais cette urgence n'est pas la vérité, et elle n'est pas la clarté. C'est un test. Ceux qui ne reconnaissent pas cela sont constamment égarés par ce qu'ils ressentent, au lieu de se baser sur ce qu'ils savent être vrai. Le stratège et le guerrier comprennent parfaitement cette différence. Ils ressentent la même vague, mais ils choisissent de ne pas s'y noyer. Partie I, la discipline de la maîtrise émotionnelle. Une tempête distincte traverse la vie de chacun, mais ceux qui sont véritablement puissants refusent de la devenir. Ils ne laissent pas le bruit environnant dicter leur mouvement intérieur, car ils comprennent que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'absence totale d'émotion. Il se trouve entièrement dans la discipline nécessaire pour ne pas être gouverné par elle. Vivre de manière stratégique signifie aborder chaque environnement en étant déjà pleinement conscient que vos émotions essaieront de pirater votre clarté. Le chaos tentera de brouiller votre vision, de précipiter vos choix et d'obscurcir votre jugement final. C'est précisément pour cela que la préparation est essentielle. C'est pour cela que l'immobilité doit être pratiquée avec intention, afin que lorsqu'une vague d'émotions finit par surgir, elle ne trouve absolument aucune place à votre table. Vous ne niez pas son existence, vous la reconnaissez, mais vous ne lui confiez jamais les rênes de votre vie. Au moment précis où vous abandonnez ces rênes, votre pouvoir se disperse et s'affaiblit. Vous perdez cette capacité rare de voir les choses clairement, et vous oubliez complètement à quoi ressemble le jeu à long terme. Dans l'espace exact où vous devriez avancer avec un but délibéré, vous vous retrouvez à réagir avec une confusion frénétique. Les stoïciens n'ont jamais prétendu être insensibles. Ils n'ont jamais cherché à découper le cœur humain. Ce qu'ils maîtrisaient, c'était la capacité de choisir quelles émotions méritaient véritablement de se traduire en actes. Vous n'avez peut-être aucun contrôle sur ce qui déclenche une émotion, mais vous conservez toujours un contrôle absolu sur ce que vous choisissez d'en faire. Si quelqu'un vous lance une insulte, il n'y a aucun besoin intrinsèque de répondre. Si une situation semble tendue et lourde, vous n'avez pas besoin de forcer désespérément la clarté. Si la peur se présente à votre porte, vous n'avez pas besoin de faire demi-tour et de fuir. L'esprit discipliné comprend précisément quand il est temps d'agir et quand il est temps de rester complètement immobile. Parfois, le silence absolu est la réponse la plus stratégique et la plus dévastatrice que vous puissiez offrir. Partie 2, le calme du guerrier au milieu du chaos. Les gens s'imaginent souvent, à tort, que la force ressemble à de la puissance brute ou à une intensité bruyante. Pourtant, les individus les plus forts que vous rencontrerez jamais sont ceux qui restent visiblement calmes lorsque le chaos éclate autour d'eux. Ce sont ceux qui ne ressentent aucun besoin de se disputer simplement pour se défendre, qui n'expliquent pas excessivement leurs actes juste pour se sentir compris, et qui refusent de se donner en spectacle pour prouver leur valeur à la foule. Ils avancent avec une clarté si absolue que toute explication extérieure devient entièrement superflue. Ce genre de présence ne découle pas de l'ego, il naît du contrôle émotionnel. Lorsque vous ne cherchez plus à fuir frénétiquement l'inconfort d'un sentiment, vous devenez véritablement inébranlable. Vous gagnez la capacité de regarder quelqu'un droit dans les yeux alors que votre cœur s'emballe, tout en parlant avec une précision clinique. Vous pouvez vous sentir profondément insulté, et pourtant choisir de maintenir votre position sans la moindre envie de représailles. Vous pouvez être terrifié, et pourtant avancer avec une intention inébranlable. Vous avez probablement déjà fait l'expérience de l'inverse. Astérisque le moment exact où vous avez craqué sous la pression et l'avez immédiatement regretté. Astérisque la fois où vous vous êtes précipité dans une décision majeure parce que vous aviez trop peur d'attendre. Astérisque les excuses douloureuses que vous avez dû présenter après avoir réalisé que vous aviez agi par pure émotion plutôt que par raison. Ces moments ne sont pas des échecs ultimes. Ce sont de profondes leçons. Ils pointent directement vers une vérité vitale. Le pouvoir sans discipline émotionnelle est complètement instable. Il vacille, il fuit et finit par se détruire lui-même. Mais lorsque vous commencez à pratiquer une véritable prise de conscience, lorsque vous commencez à intercepter vos réactions, à remarquer vos déclencheurs et à vous asseoir tranquillement avec votre inconfort, vous reprenez le contrôle. Vous le reprenez non seulement sur les situations extérieures, mais sur vous-même. Et une fois que vous y parvenez, tout change du tout au tout. Les conversations commencent naturellement à ralentir. Les réactions soudaines se mettent à sembler entièrement optionnelles. Vous devenez hautement conscient de l'énergie qui circule dans une pièce,
mais vous n'êtes plus englouti par elles. Vous voyez les gens essayer activement de vous provoquer, et au lieu de tomber dans leur piège, vous observez simplement. Vous regardez les schémas se déployer. Vous collectez des informations précieuses. Puis, au moment exact où il le faut, vous agissez, non pas depuis un espace d'émotions volatiles, mais depuis une clarté absolue. Ce genre de mouvement résonne différemment. Il ne se contente pas d'atteindre un résultat rapide. Il gagne un respect profond parce que, tandis que tous les autres sont encore pris dans la marée rugissante de leurs sentiments, vous avez déjà posé le pied sur un sol solide. Cela ne signifie pas que vous cessez complètement de ressentir. Cela signifie que vous cessez de devenir vos sentiments. Partie 3. L'architecture de l'isolement intentionnel. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Lorsque vos émotions restent entièrement inconscientes, non examinées et non canalisées, vous finissez inévitablement par construire toute votre vie autour d'elles. Vous choisissez des partenaires amoureux par peur viscérale d'être seul. Vous acceptez des emplois insatisfaisants par peur paralysante de l'échec. Vous vous disputez sans fin par orgueil, vous vous murez dans le silence par honte, et vous fuyez par culpabilité. Mais lorsque vous amenez ces émotions à la lumière, que vous étudiez ce qu'elles disent et comprenez d'où elles viennent, elles cessent de vous diriger. Elles commencent à vous informer. Et depuis cet espace de compréhension, vous pouvez bâtir quelque chose d'incroyablement solide. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Epictète. Cette vérité reste intemporelle car, peu importe à quel point le monde devient chaotique, et peu importe à quel point les gens peuvent être imprévisibles, votre pouvoir commence au moment précis où vous choisissez votre réaction. Ce choix est votre avantage ultime. Cette discipline est votre véritable liberté. Une fois que vous avez construit cette forteresse intérieure, personne ne peut vous l'enlever. Ni leurs opinions, ni leur approbation, et certainement pas leurs attaques. Vous commencez à évoluer dans le monde comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, quelqu'un qui ne scie pas, et quelqu'un qui voit clairement la réalité. Lorsque les autres perdent l'équilibre, vous restez centré parce que vous vous êtes entraîné pour ce moment précis. Vous vous êtes entraîné non pas dans le feu de la panique, mais dans le calme de la discipline. Ce genre de force ne s'efface pas. Il s'approfondit et s'aiguise jusqu'à devenir votre identité même. Les gens confondent fréquemment le chaos avec le pouvoir. Ils voient de la bruyance, des réactions rapides et de grands mouvements dramatiques, et ils supposent qu'il y a de la force derrière tout cela. Mais ce n'est pas de la force, c'est simplement du bruit. Le bruit est ce que le monde vous entraîne à écouter, mais le guerrier sait qu'il en va autrement. Le vrai pouvoir ne vient pas de l'espace physique que vous occupez. Il vient de votre capacité à rester immobile quand tout autour de vous essaie de vous ébranler au plus profond de vous-même. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant pour le monde chez une personne qui refuse de scier. Quelqu'un qui peut s'asseoir dans un inconfort et une tension intense sans bouger d'un pouce, à moins d'avoir consciemment décidé de le faire. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise totale. On le voit parfois. Des personnes qui entrent dans une pièce et modifient instantanément l'énergie sans prononcer un seul mot. Ce n'est pas parce qu'elles sont intrinsèquement intimidantes, c'est parce que leur calme est incroyablement fort. Il envoie un message qui dit « Je ne suis pas ici pour être influencé. Je suis ici pour rester centré. » Ce genre d'énergie attire l'attention naturellement, sans jamais la réclamer. Partie 4. Le bouclier de l'imprévisibilité. La plupart des gens s'imaginent qu'être un guerrier consiste à savoir frapper fort, mais il s'agit en réalité de savoir rester stable. Il s'agit d'entraîner votre présence à être si calme et ancré que les autres remettent instinctivement en question toute tentative de vous défier. Ils ressentent ce que vous avez maîtrisé intérieurement bien avant que vous ne preniez la parole. Ce n'est pas un trait dont on hérite par hasard. C'est quelque chose que l'on construit au prix d'une discipline rigoureuse, à travers l'épreuve, et en choisissant encore et encore de ne pas se laisser mordre à l'hameçon d'une réaction émotionnelle. Il est facile de crier, facile de répondre, et incroyablement facile de se laisser entraîner dans chaque bataille dérisoire à laquelle vous êtes invité. Mais le calme du guerrier se construit sur la décision de laisser passer 10 provocations sans s'engager, parce que vous savez que chaque conflit ne mérite pas votre temps ni votre attention. Vous ne vous contentez pas de protéger votre paix, vous la transformez en arme. Vous laissez votre silence créer une incertitude massive chez les autres. Ils ne peuvent pas deviner ce que vous pensez, ils ne peuvent pas lire sur votre visage, et ils ne peuvent pas vous faire perdre votre position. Cette imprévisibilité absolue devient votre bouclier ultime. Le stoïcisme n'est jamais une froide répression. C'est une expression puissante à travers la discipline. Si tu es affligé par une cause extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et il dépend de toi d'effacer ce jugement à l'instant même. Mark Aurèle. C'est ce que reconnaît le calme du guerrier. La situation extérieure n'est jamais ce qui vous brise vraiment. C'est la façon dont vous l'intériorisez. Une fois que vous comprenez cela profondément, vous cessez d'être réactif à chaque parole tranchante, chaque retargot fâcheux et chaque malentendu mineur. Vous commencez à observer le monde au lieu d'en absorber le poison. De ce point de vue, vos actions deviennent plus nettes,
plus propres et nettement plus percutantes parce qu'elles ne sont plus encombrées par la confusion ou l'ego. Un vrai guerrier sait que la vraie force réside dans la précision, pas dans le spectacle. Lorsque votre état intérieur est entièrement calme, vos mouvements deviennent complètement délibérés. Vous ne vous surestimez pas, vous ne vous précipitez pas, et vous attendez patiemment le bon moment. Lorsqu'il arrive, vous n'hésitez pas. C'est la différence fondamentale entre la domination et le désespoir. Le désespoir bouge de manière frénétique et désordonnée. La domination bouge avec un timing parfait. Le calme vous permet de voir clairement ce timing, vous donnant la clarté nécessaire pour frapper une fois, proprement, et vous éloigner sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit d'autre. Partie V. Trouvez l'équilibre au cœur de la solitude. Même une vie heureuse ne peut être sans une certaine mesure d'obscurité, et le mot « heureux » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Carl Jung. Cela sert de rappel indispensable. Le calme ne signifie pas un optimisme aveugle ou un détachement émotionnel glacial. Cela signifie un véritable équilibre. Cela signifie être pleinement conscient de ce que vous ressentez sans pour autant en devenir l'esclave. Cela signifie savoir que l'obscurité existe, mais refuser absolument de la laisser définir votre identité. Le calme du guerrier ne consiste pas à faire semblant que les mauvaises choses n'arrivent pas. Il s'agit de savoir avec certitude que vous ne serez pas brisé par elles lorsqu'elles se produiront. Il existe une forme distincte de gravité psychologique qui se forme lorsque vous traversez la vie sans le besoin constant de vous expliquer, de vous défendre ou d'impressionner. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez de rien. Cela signifie que vous avez soigneusement choisi ce qui mérite que l'on s'y attarde. Cela signifie que votre temps et votre énergie ne sont pas mis gratuitement à la disposition du public, ils doivent se mériter. Lorsque les autres ressentent cette énergie, cela les fait réfléchir. Cela crée une distance naturelle, non pas parce que vous repoussez agressivement les gens, mais parce que votre énergie communique des limites solides comme le roc. Ces limites, ancrées dans un calme profond, exigent le respect sans dire un seul mot. Aristote pensait que l'excellence est une habitude, non un acte isolé. C'est exactement ce que devient le calme du guerrier. Une habitude, un choix quotidien de rester ancré dans un monde complètement dépendant du bruit. Quand les autres se précipitent pour réagir, vous respirez profondément. Quand le moment s'échauffe, vous le refroidissez, non pas pour la galerie, mais parce que vous savez que votre force n'a pas besoin d'être bruyante pour être réelle. La discipline requise pour rester calme dans les moments de haute pression est l'une des formes les plus rares de maîtrise humaine. Lorsque vous la portez assez longtemps, elle cesse d'être une chose à laquelle vous devez penser activement. Elle devient simplement ce que vous êtes. Partie 6. L'avantage du jeu à long terme. Imaginez combien d'énergie brute vous pourriez économiser en refusant de vous laisser entraîner dans chaque courant émotionnel passager. Imaginez combien d'erreurs critiques vous pourriez éviter si vous preniez simplement le temps de faire une pause, de respirer et de répondre lorsque vous êtes pleinement prêt, plutôt que lorsque vos sentiments éphémères vous dictent de le faire. C'est l'avantage ultime, et avec le temps, il s'accumule massivement. Vous devenez plus efficace, plus respecté et profondément digne de confiance parce que les gens savent que vous ne sombrerez pas dans la panique et que vous ne surréagirez pas. Ils savent que vous allez réfléchir, que vous allez écouter, et que lorsque vous choisirez enfin de parler, vos mots auront du poids. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il ne lui est pas permis de faire ses preuves. Sénèque. Le calme n'est pas l'absence dynamique d'adversité. C'est la preuve vivante que vous avez appris à lui faire face sans plier sous la pression. Cette preuve devient votre présence même. Elle devient la chose exacte que les gens remarquent chez vous avant même que vous n'ouvriez la bouche pour parler. Elle devient la raison pour laquelle les gens vous font confiance dans le chaos et se tournent vers vous en période de crise. Alors, quand vous portez ce calme, ne le remettez jamais en question. Ne le réduisez pas simplement pour mettre à l'aise les personnes peu sûres d'elles autour de vous. Comprenez exactement ce qu'il communique, comprenez ce qu'il protège et comprenez ce qu'il construit. Le monde n'a pas besoin de réactions irréfléchies supplémentaires. Il a cruellement besoin de plus de réflexion. Il a besoin de personnes capables de se tenir directement dans le feu sans devenir le feu. Il a besoin d'individus capables de ressentir l'immense poids du conflit et de le traverser malgré tout avec grâce. C'est cela le guerrier, non pas la voix la plus forte de la pièce, mais l'âme la plus ancrée. Celui qui marche en silence et laisse les autres résonner dans l'espace qu'il ne contrôle plus. Il y a une raison historique pour laquelle les esprits les plus puissants de l'histoire humaine se sont retirés dans la solitude avant de passer à l'action. La clarté ne vient jamais du bruit, elle vient de l'immobilité. Dans un monde où chacun essaie frénétiquement d'être vu, entendu et validé, s'éloigner semble tout à fait contre nature. Mais c'est précisément pour cela que cela fonctionne si incroyablement bien. L'isolement intentionnel ne consiste pas à fuir le monde. Il s'agit de s'élever au-dessus de ces distractions constantes. C'est une pause délibérée, une séparation consciente de tout ce qui s'accapare votre attention limitée, afin que vous puissiez enfin entendre à nouveau vos propres pensées. On ne trouve pas de vision originale dans la foule, on y trouve le compromis. On ne se trouve pas soi-même lorsqu'on est entouré de voix constantes, on se perd en essayant de s'y aligner. Mais lorsque vous vous éloignez par choix et par objectif,
Un changement profond s'opère. Votre vision s'aiguise, votre esprit se calme, et soudain tout ce que vous poursuiviez commence à se dessiner avec une netteté parfaite. L'isolement n'est pas un vide, c'est le raffinement ultime. Partie 7. Souveraineté et véritable liberté. Vous n'avez pas besoin d'annoncer constamment vos progrès au monde. Vous n'avez pas besoin de documenter chaque étape ou de partager chaque petite victoire. Certaines choses grandissent mieux lorsqu'elles sont laissées dans un silence absolu. Certaines victoires s'aiguisent mieux dans l'ombre. La personne qui apprend à s'épanouir dans la solitude apprend à cesser complètement de dépendre de la validation externe. Elle commence à générer un élan massif de l'intérieur. C'est cela la vraie indépendance. Non pas seulement faire les choses par soi-même, mais devenir quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde lui dise qui il est. La solitude vous apprend à être votre propre source de concentration, de motivation et de vérité. Une fois que vous avez goûté à ce genre de pouvoir, vous cessez de chercher l'approbation de personnes qui ne savent même pas où elles vont. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Carl Jung. Ce genre d'accomplissement ne se produit pas dans la foule, et certainement pas dans le bruit. Cela se produit lorsque vous vous éloignez assez longtemps pour vous rappeler ce qui compte réellement. Dans cet espace tranquille, vous vous séparez du chaos du monde. Non pas parce que vous vous pensez supérieur, mais parce que vous êtes occupé à bâtir quelque chose de beaucoup plus profond. Astérisque quand tous les autres sont occupés à réagir, vous restez immobile. Astérisque quand tous les autres se perdent dans des tendances éphémères, vous revenez à des principes intemporels. Astérisque quand tous les autres regardent vers l'extérieur, vous vous tournez vers l'intérieur. Non pas pour fuir, mais pour aiguiser votre lame. Vous entraînez votre concentration comme une épée. Vous apprenez à la protéger et à la diriger. Finalement, elle devient si tranchante et intentionnelle que plus rien d'inutile ne peut survivre à votre attention. La solitude est le grand architecte de la profondeur. C'est l'endroit où les objectifs superficiels meurent et où les objectifs significatifs prennent vie. Vous cessez de courir après les choses simplement parce que les autres le font. Vous cessez d'accepter passivement la vie que la foule vous tend et vous commencez à façonner activement la vie que vous voulez vraiment. Il y a du pouvoir, de la paix et une immense responsabilité là-dedans. Une fois que vous connaissez vos valeurs et clarifiez votre vision, vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer. Le silence ne laisse absolument aucune place aux excuses. Il vous place face à vous-même et vous devez soit accepter ce défi, soit retourner dans le bruit en espérant oublier. Mais celui qui reste, qui lutte avec la solitude, construit une vie qui ne peut être ébranlée par les opinions, les distractions ou l'inconfort temporaire. L'isolement intentionnel développe également une profonde résilience. Lorsque vous cessez de dépendre des autres pour la stimulation, la direction ou la permission, vous construisez une force mentale qui ne s'effondre pas lorsque vous êtes ignoré, mal compris ou sous-estimé. Vous ne paniquez pas quand les choses deviennent silencieuses. Vous utilisez ce silence pour créer et vous élever. Le monde vous apprend à craindre d'être seul parce que l'isolement menace tout ce qui est superficiel. Mais la solitude, lorsqu'elle est consciemment choisie, devient votre plus grand avantage. C'est le passage de la performance externe à l'alignement interne. Dans cet alignement, votre rythme change, vos exigences s'élèvent et votre vision s'étend bien au-delà du moment présent. Partie 8. La maîtrise du détachement. Le détachement n'est jamais l'absence de sentiments. C'est la maîtrise ultime des sentiments. Ce n'est pas que vous ne vous souciez de rien. C'est que vous ne permettez plus à ce qui vous tient à cœur de contrôler votre âme. Il y a un pouvoir tranquille dans le fait d'être capable de rester parfaitement immobile pendant que tout autour de vous essaie d'attaquer votre identité, votre attention et votre valeur. Le détachement ne signifie pas s'éloigner de la vie. Il signifie la traverser avec une clarté absolue. Vous cessez de courir après les choses parce que vous commencez à réaliser que presque rien de ce que vous pensiez nécessaire ne définit qui vous êtes. Dès l'instant où vous cessez de tout agripper si fort, vous cessez de vous perdre en chemin. Il y a une paix qui ne vient que lorsque vous cessez d'essayer de gérer tout ce qui échappe à votre contrôle. Cette paix vient du fait d'être si profondément ancré dans qui vous êtes que l'abandon, la distance ou le silence ne peuvent vous défaire. Vous aimez toujours, vous donnez toujours et vous ressentez toujours profondément, mais vous cessez de dépendre entièrement du résultat. Vous ne demandez pas aux autres de vous compléter, vous n'avez pas besoin qu'ils soient d'accord avec vous, et vous ne vous effondrez pas lorsqu'ils s'en vont, parce que vous avez cessé de placer votre propre valeur entre leurs mains. C'est cela le vrai détachement. Non pas parce que vous n'appréciez pas la connexion, mais parce que vous avez enfin appris à vous connecter sans vous perdre. Celui-là est le plus puissant qui a du pouvoir sur lui-même. Sénèque. Le détachement est ce pouvoir. Il vous permet de vous éloigner du chaos sans explication, de ressentir le désir sans devenir désespéré, et de profiter pleinement de ce que vous avez sans craindre de le perdre. C'est incroyablement rare parce que la plupart des gens vivent dans un état d'attachement désespéré, s'accrochant à des personnes qui ne les respectent pas, s'accrochant à des rôles qu'ils ont complètement dépassés, et s'accrochant à des résultats qui n'ont jamais été sous leur contrôle. Ils appellent cela de la loyauté, de la passion ou de l'engagement, mais en réalité, ce n'est que de la peur. C'est la peur d'être seul, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de ne pas être vu. Lorsque vous pratiquez le détachement,
Ces craintes commencent à s'estomper parce que vous cessez de voir la perte comme le reflet de votre valeur intrinsèque. Vous cessez d'accorder du poids aux opinions de personnes qui n'ont pas mérité votre vulnérabilité. Vous commencez à comprendre que ce qui doit rester restera, et que ce qui s'en va n'a jamais été vraiment aligné avec votre parcours. Vous devenez patient face au changement. Vous cessez d'exiger des conclusions et de forcer la clarté. Vous laissez la vie se déployer sans essayer de la faire entrer de force dans vos attentes rigides. Cela ne vous rend pas indifférent, cela vous rend incroyablement sage. La sagesse, de par sa nature même, est silencieuse. Elle ne mendie pas, elle ne court pas après les choses et elle ne s'attache pas à tout ce qui semble agréable dans un moment éphémère. Elle attend, elle observe, elle permet, et depuis cette immobilité, elle décide. Partie 9. Rompre le cycle de la résistance. Tout ce à quoi on résiste persiste. Carl Jung.